Pradely Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely Saumon, en Haute-Savoie. Allez, on vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui avec Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, rebonsoir Véro. De nouveau dans cette résidence de Pradely Saumon. On vous retrouve pour vous faire vivre, vous le savez depuis le début de la semaine, tout ce qui se passe dans cette station avec ceux qui la font vivre, ceux qui y sont aussi avec toutes les animations. Et on aime bien aussi vous faire partager un petit peu la vie des commerçants. Et on a été notamment ce matin à la découverte de Kevin Le Boucher, mais en fait il s'appelle Kevin Le Barbier. Kevin Le Barbier, on a été faire nos courses en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc il vient juste d'arriver dans la station et puis il nous explique donc exactement comment il travaille, pourquoi il a choisi de travailler ici et voilà, il va nous faire visiter un petit peu ses coulisses et tout ce qui se passe dans sa boutique et avec nous, vous allez découvrir tout de suite tout ça. Reportage, c'est parti. Toujours en immersion dans les boutiques de Pradely Saumon, je suis avec Kevin Barbier, le boucher. Bonjour. Bonjour. Boucher depuis peu, installé depuis peu ici. Installé depuis le 15 décembre. Alors comment ça se passe quand vous trouvez les habitants, les personnes qui viennent ici? Très sympathique, c'est une relation agréable avec les gens. Alors pourquoi avez-vous repris ce magasin et pourquoi cette station? Je ne savais pas où trop m'installer et puis j'ai trouvé ici dans un cadre agréable. Et puis étant un peu de tannage, voilà, on s'est installé là. Alors en quoi consiste votre journée ici? Préparation de la viande, service aux clients, nettoyage, le train-train habituel. Et c'est des longues journées, vous démarrez à quelle heure? Le matin en ce moment pas trop bonne heure, sur les coups de 7h30 et puis je ferme pour 19h. Alors qu'est-ce que vous proposez? Je crois qu'il y a de la viande et puis il y a aussi un peu des produits régionaux. Tous les produits nobles en bœuf, faux filet, rhum steak, bavette d'aloyau, filet de rhum steak, un peu de porc, un peu de dio. Du dio de chez nous. Un peu de volaille, une petite gamme de volaille, la charcuterie, du fromage, des produits régionaux. Et les personnes viennent vraiment chercher ça ou alors ils viennent chercher ce qu'ils vont chercher ceux qui sont pas du coin? Beaucoup de la viande, mais il serait pas mal de produits régionaux aussi. Alors vous avez une deuxième vie, en plus d'être boucher, vous êtes également agriculteur, c'est ça? Voilà, petit agriculteur. Alors à quel endroit et comment ça se passe? Comment on peut allier les deux? Alors à Samoin, 80 brebis, c'est pas énorme non plus, c'est petit par rapport aux exploitations qu'on trouve maintenant. De façon traditionnelle, bien sûr, toujours la tradition. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de façon traditionnelle? Peu de traitement, puis un élevage classique en plein air, du fermier. Et alors, comment est-ce que vous partagez vos devis? Parce que si vous nous dites que vous êtes ici de 7h30 à 19h... Le soir, je rentre. Après, quand je pars d'ici de 19h, je vais nourrir mes bêtes. On finit à 22h quand tout va bien. Si tout va bien. Et alors, même quand il y a ce genre de météo, là, où il y a la neige, où il y a la route qui est bloquée, ça pose pas de problème? Non, on arrive toujours à se débrouiller. Et vous avez voulu faire les deux activités? Vous n'avez pas voulu en laisser une quand vous avez repris cette boucherie, par exemple? Non, parce que les moutons, pour moi, c'est une passion. Ça fait 6 ans que je fais ça. Je me suis battu pour monter mon exploitation, donc je ne vais pas tout lâcher aujourd'hui. Alors, on va essayer de passer de l'autre côté, là, pour voir un peu comment vous travaillez de l'autre côté. Vous avez de quoi couper là-bas le jambon, etc. Pour trancher tout ce qui est pour jambon, saucisson, et puis bacon, rosette. Oui. Ma râpe à fromage pour faire les fondus. J'ai une petite table de découpe où je prépare ma viande. La plonge, comme partout, il n'y a pas de choix, il faut bien faire la vaisselle. J'essaye de ne pas la faire, mais j'ai pas le choix. Et puis derrière, les frigos. Et un petit frigo pour stocker ma marchandise. Je travaille avec un petit stock que je renouvelle tous les jours pour avoir un bon suivi, puis une viande fraîche tous les jours. On vous livre ou c'est vous-même qui amenez les produits? Je suis livré, de temps en temps quand j'ai besoin, je me dépanne, je vais chercher les produits directement. Et vous êtes livré, j'imagine que vous travaillez avec des producteurs du coin, des éleveurs et des agriculteurs du coin? J'essaye en grande partie, c'est compliqué quand même quand on a une petite boutique. On n'a pas non plus des gros débits, donc on ne peut pas se permettre d'acheter une bête entière et puis de découper. Hein. Donc principalement avec du rachat, mais toujours de la viande française et quand on peut, de la viande fermière. Quelle qualité il faut avoir pour être d'abord boucher et puis aussi commerçant par rapport à la clientèle? Faut aimer les gens, c'est déjà un gros point. Moi j'ai de la chance, j'aime bien ça, j'ai de l'humour, donc ça me sauve, on va dire. Faut que les gens aient envie de revenir.
Donc si on est là puis qu'on est neutre, les gens reviennent pas, ça les intéresse pas. On vient, ça fait un peu une bonne ambiance, les gens aiment bien, apprécient. C'est le moment alors de dire où est-ce qu'on peut vous trouver, s'il y en a qui nous écoutent ou qui vous regardent. Au Pradely Centre, à côté de l'Office du Tourisme, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là, quand je peux, mais c'est tous les jours. Merci beaucoup Kevin, bon courage. Plaisir. Merci à vous. Voilà notre reportage chez le nouveau boucher de Pradely-Saumont, Kevin, qui nous a accueillis ce matin. Merci à Aurélie qui était derrière la caméra. Alors sa boutique, on l'a dit mais on le répète, se trouve à côté de l'office de tourisme, en face de l'ancienne boucherie. Vous serez très bien accueillis, n'hésitez pas à y aller. Alors Dominique, on parle un peu de neige, comme c'est original dans cette station de sport d'hiver. Ouais, et d'enneigement. Alors la neige, on l'appelle l'or blanc artificiel, et c'est vers l'Amérique du Nord qu'il faut se tourner pour observer les prémices de la neige de culture. Voilà, et pour rien vous cacher, j'avais écrit le papier en début de semaine où il n'y avait pas beaucoup de neige, en tout cas dans la région. C'est un peu le cas inverse maintenant. Et on va jouer un peu le professeur Nimbus pour vous expliquer comment tout cela a été mis sur pied. Ça démarre en 1948 avec un professeur qui travaille dans l'aviation, le professeur Ringer, et son équipe qui étudie en soufflerie le comportement d'un turboréacteur soumis au givre. Alors ils injectent de l'eau dans un jet d'air comprimé et le résultat ne fut pas du givre mais de la neige. Ensuite, en 1949, les stations de l'Est de l'Amérique du Nord s'inquiètent face au manque de neige, notamment la station de Mohawk Mountain a l'idée de fabriquer de la neige à partir de la glace pilée et de l'étendre sur les pistes. La compagnie Pierce a eu, elle, l'idée de pulvériser des gouttelettes d'eau dans de l'air froid. L'eau se transforme en cristaux de neige, puis avec un compresseur à peinture, un embout et un tuyau d'arrosage, Pierce et ses associés ont créé ainsi les tout premiers tuyaux de neige. Voilà. La suite, la machine se met en route. Les premières installations automatiques se font gré mal gré. Dans les années 60-70, on essaye de mettre au point des choses un peu plus diversifiées, plus mécaniques. Ça arrive ensuite en Europe, ça passe par la France. Notamment, la première installation automatique fut mise au point au planard de Chamonix. Et puis, les années 90, des hivers sans neige qui font prendre conscience aux exploitants que les enneigeurs vont désormais faire partie du paysage et des stations de ski. Dans les années 2000, on continue également la progression. On réfléchit cette fois-ci à la conception de retenues d'eau collinaire. Alors c'est un sujet assez important. On en a parlé ici l'an passé avec les élus de la vallée du Gifre, avec les députés, avec les gens de la région. Les retenues d'eau à grande capacité que se partagent diverses stations, ça permet effectivement d'alimenter ce qu'on appelle les usines à neige, qu'on ira visiter dans quelques instants. C'est le cas notamment ici dans la vallée du Gifre. Voilà. Merci Dominique et bravo à vous parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais il a perdu toutes ses feuilles mais il a quand même réussi à nous dire le papier sans se tromper. Merci bien. Merci. Si vous voulez retrouver tous ces reportages et toutes les interviews que l'on fait pour vous faire découvrir ce qui se passe dans cette belle station de Pradely-Saumont, vous allez sur notre site internet www.sensationalpes.fr et puis je vous rappelle quand même que vous pouvez nous écouter tous les jours sur 105.7 FM. On va continuer encore pendant quelques jours, encore un jour à vous faire vivre ce qui se passe dans cette station pour vous donner envie de venir à Pradely-Saumont en Haute-Savoie et de profiter comme nous on a profité pendant toute la semaine de l'accueil de toutes ces personnes. Voilà, on vous dit au revoir pour aujourd'hui et à demain. Bonne soirée à vous à l'écoute de Radio Sensation. Salut, à très vite. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie.